Bienvenue sur CivilNet, mon invitée est Zara Nazarian. Elle est la fondatrice et la directrice du Courrier d'Erevan, mais également la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone. Et vous avez notamment beaucoup d'autres titres en vrai. Je me suis arrêtée à là, mais on en parlera ensemble. Chère Zara, on va un peu parler de vous. Vous êtes née en Géorgie, vous avez grandi en Géorgie, et donc vous êtes venue vivre en Arménie un peu sur le tard avec votre maman. Et ça fait 30 ans plus ou moins que vous faites des allers-retours entre l'Arménie et d'autres pays. Et donc vous connaissez plutôt bien l'Arménie puisque ça fait 30 ans que vous couvrez ce pays en tant que journaliste. C'est beaucoup d'événements en 30 ans de ce petit pays qui a acquis son indépendance. Quels ont été les événements pour vous marquants en tant que journaliste ? Merci d'abord, merci pour la présentation. Je vois effectivement que vous êtes bien renseigné. Effectivement, donc j'ai fait mon retour en Arménie, on peut dire plusieurs retours même, en quelque sorte. Pour la première fois, c'était en 89, quand j'étais encore étudiante à l'université de Moscou. Et donc on a fait le retour vers l'Arménie, ce qu'on redoutait un petit peu, vu le contexte assez difficile. Vous vous souvenez que l'Arménie en 88, c'était juste après le tremblement de terre, et c'était le début du mouvement de Karabakh. Voilà, et donc je me souviens, mes premières impressions de l'Arménie, c'était l'Arménie après tremblement de terre, en pleine ébullition. Et j'ai tout de suite commencé à travailler, même à distance, donc à la radio, ici à Yerevan, et je me rappelle très bien de cet état d'excitation, d'attente extrême, et peut-être le summum en quelque sorte de cet état d'attente, de reconnaissance et de naissance de l'État, c'était en 91 quand donc la République d'Arménie a été proclamée. À cette époque-là, j'étais au sein du tout nouveau journal. Dans le tout nouveau journal, je travaillais dans l'équipe du journal Respublika Armenia, édition en russe, le journal qui était né avec l'indépendance d'Arménie en quelque sorte. Et je me rappelle très bien de cette époque-là, quand on attendait pratiquement toutes les semaines, tel ou tel État reconnaissait l'indépendance de l'Arménie. Et ça se fêtait à chaque fois, chaque nouvelle reconnaissance se fêtait, vraiment donnait lieu à une joie énorme et très sincère. Et le jour où c'était le plus intense et le plus fort, c'était quand la Russie, la Fédération de Russie a reconnu l'indépendance de la République d'Arménie. Donc, mais pourquoi j'en parle? Parce que vraiment mes premières expériences journalistiques liées en Arménie sont aussi liées à son indépendance, à sa renaissance en tant qu'État, je dirais. Et l'ambiance était absolument spécifique et spéciale, pleine d'enthousiasme, pleine d'attente, pleine d'optimisme, malgré le cadre extrêmement difficile. Vous savez ce qui s'est passé en Arménie à partir des années 90. Malgré tout cela, la société tout entière et aussi la profession journalistique étaient vraiment en ébullition et très positif. Surtout dans un cadre où justement l'indépendance de l'Arménie, ça veut aussi peut-être dire l'indépendance des médias, des journaux, des nouvelles. On avait le droit de parler plus librement. Donc ça, vous avez senti la différence à l'époque? Je n'ai pas pu comparer parce que je n'ai jamais collaboré à des médias soviétiques arméniens. J'étais encore étudiante quand j'ai commencé, encore une fois, je vous le dis. Voilà. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de collègues qui venaient des médias comme communistes ou comme Samolets ou d'autres, c'est-à-dire des médias classiques soviétiques arméniens, et qui effectivement retrouvaient en quelque sorte la liberté de parole, la liberté d'écriture, la liberté de penser aussi. Et c'est plus en les observant que je constatais qu'il y avait effectivement un grand changement dans la façon d'écrire, dans la façon de s'exprimer dans la communauté journalistique. Dans les années 92, dans l'année 92, pardon, vous êtes parti en France, si je ne me trompe pas, dans la date. Oui. Donc, ça a été un grand changement pour vous. Vous êtes parti vivre et travailler et étudier tout à la fois. Exact. Vous êtes resté pendant très longtemps en France, jusque dans les années 2004. Fin 2004. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps. Est-ce que vous avez continué à garder le lien avec l'Arménie pendant cette période-là? Et alors, comment on garde le lien avec l'Arménie
qui était dans un tournant aussi dans les années 90 parce que c'était à la fois donc l'époque de Levon Ter-Petrosyan, c'était terminé, on passait à un nouveau régime en quelque sorte, celui de Robert Kocharyan, et donc de nouveau une espèce de rétention de l'information. Comment est-ce qu'à distance, on voit tout ça quand on est journaliste, quand on est étudiant, quand on commence une nouvelle vie en Europe, dans des démocraties, alors que l'Arménie vire de nouveau à une espèce d'autocratie? Je ne dirais pas que l'Arménie virait dans une autocratie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce ressentiment. Parce que même si je n'étais pas en Arménie, effectivement, toutes ces années, pendant une certaine période de temps, je m'occupais du service de presse de l'ambassade d'Arménie en France. Ce qui veut dire que je gardais tout naturellement mes liens avec mes collègues journalistes en Arménie. Et aussi, j'étais au plus près, justement, même pendant l'organisation des visites d'État, comme la visite de Levon Ter-Petrosyan, ou après, donc, Kocharyan, qui était devenu président. J'étais assez proche ou assez près, si vous voulez, de ces processus qui se faisaient donc dans la vie des journalistes ou dans la presse en général en Arménie. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu un revirement tout de suite vers une presse plus contrôlée, plus autocratique. Non, non, ça serait exagéré de le dire. Par contre, on peut tout à fait remarquer que on a commencé à peut-être moins se réjouir du fait d'avoir un État, mais de mieux comprendre que d'avoir un État, c'est aussi beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail, et c'est pas toujours très agréable de faire ce travail, et c'est surtout très responsabilisant. Pour moi, ces premières années après l'indépendance, que j'ai vécu effectivement en France, mais en lien très étroit avec l'Arménie, et par ailleurs, je continuais à être accréditée auprès du ministère des Affaires étrangères français en tant que correspondante d'Arménie. Voilà. Donc, on a commencé à réaliser que c'était beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, et pas que de la joie et des drapeaux à remuer. Donc en 2004, vous revenez, mais vous revenez donc parce que vous avez le mal du pays, de ce que je comprends. Plutôt, c'est l'Arménie qui vous manque, malgré l'amour de la France Totalement vrai. Et du français. Vous allez commencer à travailler, mais du coup, pour une compagnie. Donc, vous laissez un peu de côté à un moment donné le journalisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas ce qui permettait de vivre, de gagner son pain, et il fallait travailler dans le monde de la compagnie C'était même beaucoup plus simple, c'est parce que je sais pas si on a le droit de nommer la compagnie. Oui. C'est Pernod Ricard, donc avec sa filiale arménienne Ararat, qui m'avait fait la proposition de venir et diriger le service, pas très loin du journalisme, parce que c'était communication, relations publiques et marketing. Voilà, donc c'est pas parce que je choisissais, mais c'est parce que l'offre était venue de là, et elle était très intéressante, et surtout, comme vous avez dit, j'avais vraiment envie de revenir dans le pays. Et donc, voilà, le tout a joué que j'ai fait ce choix et j'ai travaillé donc pendant quelques années au sein de cette compagnie. Alors, on a tendance à dire que quand on est journaliste, on le reste toujours un petit peu, même si on change de travail, même si on change de vie. Il y a des réflexes qui restent. Les années, donc à partir de 2004, comment vous les avez vécu, les différents événements? On a eu 2008 aussi, le 1er mars avec Robert Kocharyan. En étant sur place à ce moment-là, comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on traite toute cette information qui nous vient? Comment vous l'avez vécu, vous qui justement vous revenez d'un pays où la liberté d'expression, la France qui est porteuse de tout ça, de toutes ces valeurs-là, vous revenez dans un pays qui justement est plus tendu à ce niveau-là, qui est plus limité. Comment est-ce qu'on perçoit tout ça quand on vient de France? Effectivement, la France vous donne une bonne école de la liberté de parole, de la liberté d'expression. Aussi de sentiment de décider de quelque chose, d'être acteur, ça c'est très important. Aussi de ne pas subir, mais d'être acteur dans la société, dans sa propre vie aussi. Donc ça, tout ça, on le doit à la France, je le dois personnellement à la France, et sentiment avec tout mon amour pour la langue française et pour la société française en général. Et effectivement, quand on rentre, surtout donc fin 2004, c'est l'époque Kocharyan. Et c'était les années où je n'étais pas directement sur le terrain, mais évidemment en tant que personne liée à la communication, où j'avais une main ou un œil, comme vous voulez, donc sur ce qui se passait. Je me rappelle très bien de la journée du 1er mars.
très bien de la Donc, nuit, ouais. voilà, de ce Pour qui remettre s'était en passé. contexte, donc il y a eu énormément de personnes qui sont sorties dans la rue pour manifester leur mécontentement. Et ils ont été, comment dire, il y a eu de gros clashs avec les autorités et plusieurs personnes sont mortes pendant cette nuit-là. Absolument, absolument, et dans des circonstances qui sont toujours pas élucidées véritablement. Pour moi, vous savez, j'ai vécu ça d'abord très mal au niveau émotionnel, mais quand on analyse maintenant, après un retour, enfin plusieurs années se sont écoulées, beaucoup de choses se sont passées, je dirais peut-être que la colonne vertébrale s'est cassée en ce moment-là. La colonne vertébrale de cette nouvelle Arménie indépendante qui avait tellement d'espoir, tellement de projets pour l'avenir, quand on a vu de quelle manière a été sanctionnée la manifestation, ce qui s'est passé et aussi de quelle manière ça a été traité par la suite. Pour moi, c'est peut-être le point de non-retour, le 1er mars 2008, oui. Mais donc cette période-là, est-ce que c'était aussi un peu une illustration de l'Arménie dans laquelle on se trouvait, donc post-soviétique, qui avait son indépendance, mais un peu par défaut, parce que les autres pays aussi l'avaient proclamé de l'Union soviétique, et qui était incapable de se gérer en tant que pays indépendant souverain? Est-ce que les années Kocharian étaient le résultat de tout ça, d'un pays qui a du mal à se gérer seul? Ou bien... À mon avis, on aurait tort d'exclure les années Kocharian du processus général, parce que ce que vous dites, c'est très vrai. L'Arménie a eu son indépendance un peu comme un cadeau qui lui est tombé. Un cadeau qu'on n'espérait même pas avoir, et c'est arrivé. On n'a pas su se gérer. On est toujours indépendant, je vous rappelle, mais en vivant en Arménie, on voit très bien tous les problèmes qui existent et qu'on n'est pas prêt à surmonter. Et donc, ça oui, c'est vrai, cette indépendance, on n'était pas prêt à la gérer. On est toujours prêt à la gérer. On n'est toujours pas prêt, pardon, à la gérer, en quelque sorte. Mais je n'exclurai pas, je ne ferai pas de différence dans ce sens-là entre les années Kocharian, les années d'avant et les années d'après. Non. C'est une continuité. C'est une continuité. Et tout le monde a fait des erreurs, et tout le monde a répété des erreurs, et personne n'a voulu reconnaître ni ses propres erreurs, ni les erreurs des autres. C'est ça le problème. Et ça se poursuit de la même façon. Et ça se poursuit exactement de la même façon. Ben c'est quoi? C'est une personnalité à l'arménienne, c'est-à-dire de ne pas reconnaître ses erreurs quand on en fait? Pourquoi pas, oui, peut-être. C'est de l'orgueil, c'est pas de la fierté, c'est de l'orgueil en quelque sorte. Et puis, il y a les années aussi Serge Sarkissian qui arrivent. Et donc, pendant cette période-là, vous créez le Courrier d'Erevan. Oui. Comment l'idée vous vient? Et pourquoi en français? Oui, très bonne question. En fait, c'était 2011. L'Arménie s'apprêtait à devenir membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, justement, ce que vous avez dit, quand on est journaliste un jour, on le reste par la suite aussi, même si on change de métier d'occupation pendant quelque temps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en discutant avec feu Christian Terstepanian, que l'Arménie n'avait aucun média en langue française. Il y en avait beaucoup en russe, en arménien évidemment, en anglais, etc., mais pas en français. Alors que l'Arménie s'apprêtait à faire ce grand pas, ce grand saut envers la francophonie. Et l'idée était née en même temps, en discutant, en disant mais pourquoi tu ne le ferais pas? Christian, qui me connaissait par mon travail à l'ambassade, justement en service de presse, etc. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. C'était quelques mois de préparation. C'était totalement spontané, mais on a réussi quand même à se lancer au mois d'octobre 2012. C'était une date symbolique, parce que c'est en octobre 2012, effectivement, que l'Arménie a signé sa participation à l'OIF. Et donc, à partir de ce moment-là, pratiquement le jour même, on a lancé le Courrier d'Erevan, le média francophone, entièrement francophone, en ligne, qui opère jusqu'à présent. Et est-ce qu'il y avait une demande ou un manque justement d'informations en français pour que vous en arriviez à créer, au-delà de la francophonie et du fait que l'Arménie devienne membre de la francophonie, est-ce qu'il y avait une demande de la part de la diaspora francophone qui ne parle pas forcément l'arménien pour savoir ce qui se passe sur place? Parce que moi, je me rappelle, je vivais en Belgique et mon niveau d'arménien n'était pas au
au top. Tant que ça, je savais pas lire ni écrire et, ça me faisait beaucoup de peine de pas pouvoir avoir accès à l'information autant que j'aurais voulu en français, sachant qu'en plus je parlais anglais, donc c'était pas un problème, mais tout de même, je sentais qu'il y avait un manque de nouvelles en français. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vous-même remarqué? Tout à fait. Tout à fait, parce que on sait très bien qu'il existe de nombreux médias en langue française, essentiellement basés en France, mais ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent tous à appartenir à tel ou tel courant politique, soit à telle ou telle association, grande association arménienne, soit, enfin, ils ont chacun leur port d'attache, en quelque sorte. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas indépendants, mais ils ont quand même une référence très claire. Soit c'est un parti politique, encore une fois, soit c'est une structure diasporale, etc., etc. Dans le cadre du Courrier d'Erevan, on a mis en quelque sorte en principe qu'on resterait indépendant, qu'on fournirait des informations en français, non seulement à la diaspora francophone, qui était demandeuse, effectivement, mais aussi à tous ceux qui n'étaient pas arméniens et qui voulaient quand même avoir des nouvelles en français venant d'Arménie et des nouvelles qui n'étaient pas marquées par tel ou tel courant politique ou appartenance autre. Pendant les années Sarxian, moi je me rappelle, je suis arrivée ici en 2016 et j'ai travaillé directement pour Civilnet. Et par exemple, Civilnet était très rarement invité à certains événements officiels, dû au fait que justement Civilnet est un média indépendant. Et j'imagine que le Courrier d'Erevan a dû certainement avoir quelques soucis aussi à ce niveau-là, ou est-ce que le Courrier d'Erevan a été par moment considéré comme persona non grata dans certains événements officiels du gouvernement? Peut-être pas en tant que persona non grata, mais le fait qu'on ne serve pas la soupe, effectivement, nous a causé et continue à nous causer certains problèmes. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques problèmes que vous avez justement à l'époque? Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, il y a de quoi parler. Et alors, pendant cette période, une fois que vous aviez eu le pied de nouveau dans le journalisme et donc dans la couverture des nouvelles de l'actualité, est-ce qu'il y a eu un événement ou des événements qui vous ont fortement marqué en tant que journaliste, cette fois en tant que rédactrice en chef, en tant que directrice d'un média? Je vais être très banale. Ouais. Je suis désolée. La révolution de 2018, oui. C'est basique, je comprends, mais c'était quand même l'événement qui a été, depuis l'indépendance de 91, peut-être le plus marquant dans la vie de l'Arménie, qui a aussi suscité beaucoup d'espoir et aussi suscité beaucoup d'optimisme, et on avait l'impression que toutes les erreurs qu'on avait commises jusqu'à présent, on va savoir les réparer. Donc c'était définitivement 2018, oui. Et comment on couvre 2018 justement, quand est-ce qu'on travaille 24 heures sur 24? Est-ce qu'on est tout le temps aux aguets sur ce qui se passe dans les rues? Est-ce qu'on sort à chaque fois dans les rues pour couvrir les événements, pour parler avec les manifestants? Comment ça s'est passé? Vous savez, ça devrait se passer de cette manière, de la part, en tout cas, de notre média, s'il n'y avait pas un petit... mais le mais, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire que, je pense que c'est le même cas pour tous les médias, ça veut dire que le temps que tu fasses ton travail en bonne et due forme, que tu envoies un correspondant, qu'il rencontre quelqu'un, qu'il fasse parler, qu'il revienne, qu'il rédige, etc., les événements ou les fêtes sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc, on a de plus en plus du mal, je pense que vous avez le même problème, on a de plus en plus du mal d'annoncer des nouvelles, parce que les nouvelles circulent tellement vite maintenant et pratiquement en direct, et pratiquement n'importe quelle personne qui marche dans la rue peut devenir reporter à un moment donné de sa vie. C'est ce qu'on vit, c'est la prolifération des réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'était plus d'analyser, de comprendre, et effectivement de donner parole à tel ou tel personnage qui pourrait expliquer ce qui se passe et vers où c'est dirigé. C'était plutôt ça. Et est-ce que c'est le chemin que prend de manière générale le Courrier d'Erevan maintenant, quand il y a des gros événements qui prennent place, parce que les réseaux sociaux continuent d'occuper énormément de place dans la vie des gens? Tout à fait, tout à fait. On ne veut pas, de toute façon, je vais vous dire, même matériellement, on n'a pas la possibilité d'avoir une énorme équipe qui couvrirait tout en même temps. Et est-ce
qu'on a vraiment, encore une fois, besoin de rentrer dans la course? Peut-être que pas. Donc, on essaye plus de prendre du recul, d'analyser, évidemment, non pas avec un grand retard, ça sert à rien, mais en tout cas prendre un petit peu de recul par rapport aux événements et inviter les bonnes personnes pour parler et pour essayer de comprendre ce qui se passe en Arménie. Et ça, c'est le travail de tous les jours. Puis il y a eu la guerre de 2020, ça c'est un événement difficile à éviter. Donc l'Azerbaïdjan attaque l'Artsakh, aussi appelé le Haut-Karabakh. Plus de 4000 morts côté arménien. La perte de la moitié du territoire à l'époque. En 2023, la perte totale du Karabakh suite à une attaque éclair de 24 heures. On fait comment pour parler avec sang-froid d'une guerre qui nous touche directement? C'est impossible. Je suis désolée, c'est impossible. C'est peut-être le seul cas, la guerre de 2020 et l'exode de l'Artsakh l'année dernière, qui, les deux seuls cas, peut-être dans mon expérience en général, en tant que journaliste et même en tant que personne, qui m'avaient laissé sans voix. Je n'arrivais plus à maîtriser ni mes pensées, ni mes émotions, ni rien du tout. C'est très difficile de rester professionnel quand tu te sens profondément, même pas blessé, meurtri. Donc c'est quelque chose, c'est une douleur qui n'est toujours pas passée. Pourtant, c'est quelque chose que les gens cherchent je veux dire, les auditeurs, que ce soit les lecteurs, c'est quelque chose qu'ils cherchent absolument à savoir, ils cherchent à connaître. Donc, sachant que, je le sais parce que les personnes de la diaspora que je connais, même les membres de ma famille, je sais qu'ils étaient 24 heures sur 24, ou bien presque, collés aux nouvelles, toutes les chaînes possibles et imaginables, tous les médias possibles et imaginables qui parlaient de la guerre, pour savoir ce qu'il se passe, où est-ce qu'on en est, pour essayer de grappiller une information supplémentaire que l'un n'aurait pas donnée, pour essayer de comprendre où les choses vont, où tous ces événements nous mènent. Malgré tout, il faut continuer à faire le travail, même si quand on est sans voix. Encore plus. Encore plus. Est-ce que ça a été une forme de trauma? Totalement, oui. Et je pense que chacun a vécu ce trauma. Il y en a qui se rendent compte, il y en a qui s'en rendent pas compte, il y en a qui peut-être font semblant de ne pas reconnaître, ne pas le ressentir, mais je pense que tout le monde a été marqué, oui, totalement. Et alors je vous pose une dernière question. Donc comme je l'ai dit, chez vous il y a un amour sincère du français. Je vais même pas parler de la francophonie, du français, ça se sent que c'est vraiment au-delà de la culture française, c'est surtout la langue, vous la parlez très bien alors que vous l'avez appris vraiment sur le tard. Donc vous n'étiez même pas petite quand vous l'avez apprise, vous étiez à l'université. Grandement, oui, voilà. Et pourtant on n'entend presque pas d'accent, c'est parfait. Et vous avez travaillé pour des compagnies françaises, vous êtes présidente de l'Union internationale de la presse francophone, actuellement aussi vous travaillez pour une compagnie française, au-delà de gérer le courrier d'Erevan, ça fait beaucoup pour une seule personne, mais il y a toujours un lien avec le français. Et c'est pas que c'est étonnant, mais est-ce que vous avez l'impression que parfois, tout ça c'est très difficile dans un monde qui se tourne de plus en plus, et l'Arménie aussi, vers l'anglais et qui met l'accent sur l'anglais? Comment est-ce que finalement le courrier d'Erevan ou même notre podcast là maintenant a un sens en français? Totalement. Vous savez, d'abord, oui, j'ai un énorme amour pour le français, pour la langue française, mais la francophonie, c'est aussi très important. Si vous permettez, je fais quand même un petit retour sur le sujet, parce que la francophonie, c'est justement ce qui nous réunit ici, là. Parce que c'est une façon de s'exprimer en français tout en gardant sa culture, tout en gardant ses racines, tout en développant ses différences, mais en même temps en s'exprimant dans une langue qui permet une expression parfaite et donc à plusieurs échelles. Donc c'est très important, le mouvement de la francophonie, le phénomène, je dirais, de la francophonie. Je suis ravie que l'Arménie en fasse partie. Malgré le nombre modeste de francophones dans ce pays, quand même, l'amour pour la langue est tellement fort que, à mon avis, c'est ça qui fait que l'Arménie est l'un des pays les plus remarqués en quelque sorte dans la francophonie, au sein de la famille francophone. En ce qui concerne le fait de persister avec le français, oui, c'est une sorte de résistance et je la revendique avec plaisir.
cette résistance parce que tout le monde parle anglais, c'est absolument indispensable. C'est comme savoir conduire ou se servir d'un smartphone. Mais c'est un acte supplémentaire en quelque sorte d'apprendre le français, de parler le français, de travailler en français, d'enseigner le français. C'est vraiment très important. C'est pas aux Arméniens d'apprendre l'importance de résister. Résistons donc en français. Résistons donc en français. Merci beaucoup, Zara, pour cette interview. Merci, Merci à vous d'être resté avec nous et continuer à suivre Civilnet.